C'est pas toujours, on regarde pas toujours, on entend. Il y a des gens qui... Alors nous sommes dans les lois concernant le soir du Seder de Pessah. Donc on a étudié le Kiddush, on a étudié la deuxième opération Urchatz, de se laver les mains sans bénédiction pour pouvoir manger la troisième opération, c'est-à-dire le Karpas. Après, on prend les trois matzot qu'il y a sur le plateau du Seder, et on prend celle du milieu et on la casse en deux, et on appelle ça la quatrième opération Yachatz. Yachatz, ça veut dire coupe en deux. C'est l'expression de Chetzi. Après, il y a l'opération qui s'appelle Magid. Magid. Magid, ça veut dire raconte. Alors, comme on l'a déjà expliqué, Magid, c'est l'opération la plus longue. Parce qu'il s'agit de raconter toute la Haggadah. Alors, à l'époque où il n'y avait pas de Haggadah, la Haggadah a été publiée relativement tard. Donc, au temps de la Mishnah et de la Gemara, où il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de texte. Donc, les gens naturellement racontaient la sortie d'Égypte à leur façon à eux. Après, les Chachamim, ils ont compilé tout ça dans des parchemins, et après on a commencé la grande aventure de la Haggadah, qui est aujourd'hui le livre le plus commenté de tous les livres de la Torah. C'est la Haggadah qui est le plus commenté, et chaque Chacham a fait sa propre Haggadah. Maintenant, la mitzvah de Haggadah, la mitzvah de raconter, c'est une mitzvah qui concerne tout le monde. C'est-à-dire que le soir du Seder, il n'y a pas des mitzvot qui sont spécifiques aux hommes et des mitzvot spécifiques aux femmes. Comme les femmes, comme les hommes étaient dans la sortie d'Égypte, donc les femmes sont autant tenues que les hommes de toutes les mitzvot. Donc toutes les 15 étapes de la Haggadah, les femmes sont tenues de les faire. Donc Magid, qui est l'étape la plus longue, même les femmes doivent la faire. C'est-à-dire que toutes les femmes doivent aussi raconter la sortie d'Égypte et les miracles qu'il y a eu à travers les siècles. Même des mini-sorties d'Égypte, on peut les raconter le soir du Seder. Chacun peut raconter sa propre sortie d'Égypte à ses enfants ou à ses amis. Donc la femme ne doit pas dire « Magid, moi je ne suis pas tenue, je m'occupe d'autre chose, je reviendrai pour la suite ». Même le Magid, la femme doit y assister et faire le maximum de ce qui concerne le récit de la Haggadah. Donc au moins, comme dit la Haggadah, au moins mentionner les trois choses essentielles du Pessah, c'est-à-dire Pessah, Matzah ou Maror. De parler au moins de Pessah, c'est-à-dire le fait que Dieu a passé par-dessus les maisons, Passover, comme on dit en anglais. Matzah, le fait d'avoir mangé qu'on doit manger de la matzah ce soir-là, le pain de misère, ouais. Et maror, et qu'on doit manger des herbes amères. Maintenant, vous connaissez l'allusion que fait le rabbi précédent à ces trois opérations. Il dit Pessah, c'est l'intervention de Dieu dans le monde. Il dit si tu veux qu'il y ait une intervention de Dieu dans le monde, Pessah, eh bien il faut matzah, il faut être humble, il faut n'être rien. Par contre, Shakespeare a dit être ou ne pas être. La Torah te dit ne pas être. Il ne faut pas être. Si tu es, comme dit la Gemara dans Sota, elle dit moi et l'orgueilleux, on ne peut pas vivre ensemble. Donc, si tu es, ben Dieu n'est pas. Si tu n'es pas, Dieu est. Donc, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu ne sois pas. Donc, ça s'appelle matzah. Matzah, ça veut dire que tu n'es pas. Tu manges un pain qui n'est pas, qui n'a pas de moi.
Et maintenant, comment arriver à être matzah? Comment arriver à n'être rien? Parce que c'est une très grand niveau de n'être rien. Vous connaissez la blague, par contre, vous connaissez la blague des trois grands rabbins qui sont dans une limousine en Amérique. Puis il y a le chauffeur qui les conduit. Puis il y en a un, il dit, le premier rave, il dit, je ne suis rien. Et l'autre, il dit, oh, moi je suis encore moins que rien. Et l'autre, il dit, moi j'essaye d'être rien, mais c'est très difficile. Alors le chauffeur, il dit, alors moi, si vous n'êtes rien, qu'est-ce que je suis? Il dit, mais tais-toi, toi, qui tu es pour n'être rien? C'est-à-dire que c'est un luxe de n'être rien. Donc la matzah, c'est n'être rien, et c'est un travail très difficile de n'être rien. Alors on te donne la clé pour n'être rien, c'est maror. Maror, ça ne veut pas dire la tristesse. Ça ne veut pas dire la tristesse. Mar ne va pas dire triste. Mar veut dire amer. C'est quoi l'amertume? C'est de savoir qui tu es. Si tu sais vraiment qui tu es, automatiquement, tu es plus pessimiste qu'optimiste. En général, tu n'arrives pas à... Tu arrives beaucoup moins à faire ce qu'il faut faire que ce qu'il faudrait faire. Tu n'as jamais la moyenne, quoi. Si on est honnête. Donc si tu es maror, automatiquement tu vas devenir matzah et automatiquement tu vas recevoir l'intervention de Dieu, Pessah. Donc le travail, ça commence par maror. Maror, c'est-à-dire se regarder dans une glace et se dire, en fait, comme Moshe Rabbeinu a dit, si j'avais... Moi, tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais des qualités pour ça. Mais si j'avais pas eu ces qualités, j'aurais pas réussi à ce niveau-là. Donc, ce que j'arrive de bien à faire, en général, c'est parce que j'ai une nature. C'est pas parce que j'ai fait des efforts, mais c'est parce que ma nature m'a poussé à le faire. Mais par contre, tout ce que je n'arrive pas à faire et que je devrais faire, je pourrais en remplir des valises où je ne suis pas comme il faut. Donc, c'est ce qu'on appelle Pessah, Matzah ou Maror, et au moins dire ça, au moins se rendre compte de ces trois éléments, et donc on arrive comme ça à Maguid. Maintenant, tout le reste, tous les détails de la Haggadah, qui sont extrêmement riches et compliqués, interprétés dans tous les degrés de la Torah, ça, on n'est pas obligé, ça dépend du niveau qu'on a, on n'est pas obligé de le faire bien pour être quitte de Maguid. Mais au moins participer à quelque chose qui s'appelle Maguid. Après, on appelle Rortza. Rortza, ça veut dire lave-toi les mains. Et cette fois-ci, tu te laves les mains avec une bracha, parce que tu as mangé du pain. Donc on se lave les mains avec bracha, et après on fait Motzi Matzah. Bon, ça va ensemble. Motzi Matzah, c'est deux étapes, mais en vérité elles sont consécutives, elles se font ensemble. Pourquoi il y a Motzi Matzah? Parce que, comme c'est un Yom Tov, c'est un jour de fête. Donc il faut qu'on fasse Motzi sur 2 pains entiers. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel ce soir-là, c'est que c'est Matzah, pas seulement que je dois avoir 2 pains entiers. Je dois faire Matzah, c'est-à-dire manger le kazaït. Le kazaït. C'est combien le kazaït? Le kazaït, si vous voulez être rigoureux, c'est le kazaït normal, c'est 30 grammes à peu près. C'est une matzah ou une demi-matzah? C'est un quart, un tiers de matzah. Okay. Si vous voulez être rigoureux, c'est un kazaït normal, habituel. Seulement, il y a des décisionnaires qui disent attends. Tout le monde sait que les mesures que les Chachamim nous donnent ne sont pas des mesures de poids, ce sont des mesures de volume. Quand on dit kazaït, ça veut dire comme une olive. On ne parle pas du poids d'une olive, on parle du volume d'une olive.
Quand on dit kabetza comme un œuf, c'est le volume d'un œuf, pas le poids de l'œuf. D'accord? Donc on parle en réalité de nefar, on parle de volume et pas de poids. Seulement, les décisionnaires dans les dernières générations, ils ont traduit le volume en poids. Donc c'est pour ça qu'on traduit toujours kazaït en disant 30 grammes. Mais en vérité, c'est comme une olive. Alors comme aujourd'hui on n'a pas le compas dans l'œil, on ne sait pas mesurer le volume d'une olive. Donc on traduit ça par un poids. Donc si par exemple vous prenez des pop-corn ou des maïs soufflés ou du blé soufflé ou des cacahuètes soufflées, elles ont un volume énorme. Mais en vérité, elles ont un poids minable. Dans un paquet de bamba, vous voyez, un petit paquet de bamba, vous voyez un gros volume, et quand vous voyez, il y a écrit 25 grammes. Et des fois, c'est moins que 25 grammes. Donc vous avez à peine kazaït dans un truc énorme. Donc on ne va pas d'après le volume, on va d'après le poids parce qu'on ne sait plus calculer le volume. On ne sait pas évaluer le volume. Donc les poskim vous disent, attends, mais le volume de l'année, c'est un volume avec l'air qu'il y a dedans. Donc quand je prends un chametz, je ne vois pas seulement le poids de la farine et de l'eau, mais je vois qu'il a gonflé. C'est chametz, donc ça a gonflé. Mais la matzah, ça ne gonfle pas. Donc c'est évident que le poids d'une matzah ne devrait pas être 27 grammes pour que ça s'appelle kazaït. Puisque quand la matzah, il n'y a que la matière, il n'y a pas d'air. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent que la mitzvah de matzah, ça se réduit à 9 grammes. Le minimum, c'est 9 grammes, c'est vraiment rien. 9 grammes, et si vous voulez faire bien, c'est 15 grammes. Maintenant, si vous voulez faire encore mieux, vous faites 30 grammes, les 30 grammes habituels du kazaït. Donc on voit qu'avec rien, presque rien, vous êtes quitte en fait. Parce que 9 grammes, c'est vite fait. Une matzah ronde à la main qui pèse dans les 80 grammes, donc ça veut dire que c'est vraiment un peu plus du 10e. Donc c'est vraiment une toute petite portion pour être quitte. Donc avec 9 grammes, on peut faire Birkat Amazon. On pourrait faire Birkat Amazon, oui, puisqu'il y aurait le shiur de la mitzvah. Seulement, donc ça s'appelle, donc, dans toutes les mitzvot, il y a aujourd'hui, tant que Mashiach n'est pas là, jusqu'à tout à l'heure, nous avons exactement 77 mitzvot. Base mitzvot. Les mitzvot négatives, on les a toutes. D'accord? Mais les mitzvot positives, on en a que 77 sur 248. Donc c'est pas beaucoup, 77. 77 mitzvot positives. La seule mitzvah de toute l'année qui soit une mitzvah liée avec la nourriture, c'est le kazaït de Pessah, de Matzah. Et ça rappelle les sacrifices. Les sacrifices, c'était une mitzvah particulière. Vous ne pouviez pas dire, bon, ben tu sais quoi, au lieu de manger un bœuf que j'ai offert, ben, je suis végétarien, moi je vais manger un œuf à la place. Je vais remplacer le sacrifice par un œuf ou par une salade ou par un paquet de bonbons. Et non, tu étais obligé de manger le sacrifice particulier que tu offrais. Donc les mitzvot liés à la nourriture, il y en avait plein pendant le Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une. C'est le kazaït de Matzah le soir du Seder. Sur 77 mitzvot, vous n'en avez qu'une qui est liée avec la nourriture à un moment précis. Donc c'est une mitzvah qu'il ne faut absolument pas rater, puisqu'elle est unique dans l'année. Donc, motzi, c'est de prendre les 2 matzot entières, comme vous le faites à Sukkot et à Shabbat et à Shavuot, de prendre 2 pains. Ça s'appelle 2 pains entiers. Et le morceau du milieu, il s'appelle matzah. C'est lui qui s'appelle matzah. Donc vous accomplissez la mitzvah de manger ce kazaït de matzah avec cette matzah du milieu. Maintenant, comme vous êtes obligé de faire en même temps le repas de Yom Tov et en même temps la mitzvah de matzah, alors il vaut mieux
les marier ensemble. Donc on prend la matzah entière d'en haut et la matzah du milieu pas entière et on mange un morceau des deux. Comme ça on fait motzi matzah en même temps. D'accord? Maintenant, si quelqu'un par exemple ne supporte pas la matzah, il est allergique à la matzah, bon évidemment il peut, aujourd'hui il y a des matzot de seigle. Non, ceux qui n'ont pas de dents, c'est pas un problème, il pile. Vous pouvez manger des matzot de seigle, des matzot de flocons d'avoine, des matzot comment on appelle ça, de farine complète, des matzot enfin c'est de blé complet, des matzot comment on dit ça, orange et vin, il n'y en a pas ici. De farine qui serait une des 5 espèces de céréales. Donc il y a des gens qui ne supportent pas le gluten, par exemple, alors ils mangent des farines de flocons d'avoine, matzot de flocons d'avoine ou des matzot d'orge, épaule. Toutes ces matzot-là existent aujourd'hui en Israël. Vous avez une grande quantité de choix pour tous les malades et tous les gens qui ne supportent pas la farine blanche. Donc maintenant celui qui n'a pas de dents, il mange les piles. Une matzah pilée, ça reste une matzah. Non, il ne faut pas qu'elle soit une soupe de légumes du tout, il faut qu'il y ait la matzah toute seule. Si on la mélange à autre chose, on n'a pas fait la mitzvah. Il faut qu'elle ait que le goût de la matzah. À l'époque où les gens mangeaient des matzot épaisses, très épaisses. Donc les gens, si les gens avaient un four, alors ils se faisaient les matzot et ils les mangeaient fraîches. Donc c'était comme des pitotes, un peu plastiques comme ça. Mais aujourd'hui, les matzot épaisses sont en général dures. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, ils les mettaient dans l'eau pour les rendre molles. Sinon, elles étaient immangeables. C'était du béton armé. Donc là, on pouvait tremper la matzah pour la ramollir parce que l'eau qui se rajoutait ne donnait pas le goût. Mais vous ne pouvez pas mettre une matzah dans une soupe ou dans un jus pour en faire la mitzvah, parce qu'elle perd le goût de la matzah, elle prend le goût du vin ou du jus, donc il faut la manger comme elle est. Donc celui qui n'a pas de dents, il vaut mieux qu'il la pile et qu'il la mange comme de la poudre, plutôt que de la mélanger avec un liquide. Et donc, celui qui ne peut pas, par exemple, ou qui n'a pas, par exemple en France, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y avait pas de matzah shmura. Un matzah surveillé. Donc les gens faisaient le seder sur une matzah pas surveillée, cachère mais pas surveillée. Donc la Rosinski ou la Biton ou la Heyman, il y avait plusieurs sortes de matzot, de machines qui n'étaient pas surveillées, mais qui étaient cachères. Donc ils mangeaient cette matzah-là pendant tout le repas et ils gardaient la matzah de mitzvah pour la fin, pour la ficomane. Donc, aujourd'hui, bon, on a une largesse, il y a toutes les surveillances que vous voulez, et maintenant toutes les céréales que vous voulez. Donc, n'importe qui peut acquérir des matzot surveillés, soit depuis le pétrissage, soit depuis la cueillette du blé, enfin, ou de la céréale. C'est Ravel qui a transformé tout ça. Ah non, ma chère Nicole, c'est évident que c'est le rabbi qui a transformé tout ça. Mais allez. Avant, c'était donné aux une minorité de gens de connaître ces choses-là. Quand nous distribuions en France, on tapait aux portes pour distribuer des matzot shmurot, ils nous regardaient comme des martiens. Bon, allez. Aujourd'hui, c'est très connu, quoi. Mais là, la farine, c'est celle de l'année dernière, de l'été l'année dernière. La farine, là. Pas forcément, ça peut être de la farine de cet hiver. Pourquoi voulez-vous que ça de l'année dernière? Cet hiver-là? C'est toujours des nouvelles farines. Pourquoi voulez-vous que ce soit une vieille farine? Bekitsu, donc motzi matzah, vous mangez le kazaït, minimum le kazaït. D'accord?
Maintenant, si vous voulez faire mieux, vous mangez 2 pour motzi et pour matzah. Maintenant, si vous voulez faire encore mieux, vous mangez la quantité maximale. J'ai des raisons de poser des questions comme ça. Vous avez suivi ou pas? Oui. On appelle motzi matzah. Voilà. Une fois que vous avez mangé motzi matzah, alors il faut essayer de manger sans parler. Alors, au moins que le début soit sans parler. Même si après on ne peut pas se retenir, au moins de ne pas parler au début quand on mange. Maintenant, si on peut ne pas parler du tout jusqu'à ce qu'on ait fini de manger, c'est bien aussi. Maintenant, en combien de temps faut-il manger Comme c'est une mitzvah, donc elle a automatiquement un temps pour être faite. Donc, vous avez plusieurs temps. Le temps minimum, c'est 4 minutes. Ça, c'est celui qui veut, qui arrive à faire ça en 4 minutes. C'est faisable. Maintenant, celui qui n'arrive pas, il prend le temps qu'il prend. D'accord ? Il prend le temps qu'il prend, tant qu'il ne parle pas, c'est bon. Après, opération suivante, ça s'appelle maror. Alors, le maror, c'est ce qu'on appelle les herbes amères, qui ne doivent pas être la même herbe que vous avez prise pour le carpas. On prend deux espèces différentes. Donc, le maror, vous avez 5 possibilités. 5 possibilités. Soit la romaine, ce qu'on appelle la chassa, la romaine, ou la même famille, quoi. La famille de la romaine, la frisée, la laitue, etc. Soit, en deuxième, dans l'ordre, c'est le réfort. Le réfort, c'est le deuxième que la Mishnah cite. Le réfort, le chein. Vous qui êtes d'origine polonaise, russe, vous me dites qu'est-ce que c'est le réfort? C'est une espèce de la famille du radis blanc qui est extrêmement fort et dur à couper. Donc ça c'est la deuxième que cite la Mishnah. Le réfort. Non, il faut que ce soit nature. Il ne faut pas qu'il perde sa force, à tel point qu'on vous dit, si vous trempez un tout petit peu, soit la laitue, soit le réfort dans l'eau, ça y est, il est fini, il a perdu sa force. Il faut qu'il soit dans toute sa force. Donc les héros, ils le mangent entier, ils le mangent comme ça, comme une carotte, et ça emporte la bouche. Sinon, vous le pilez, vous le faites comme des carottes râpées. Troisième réfort, troisième maror, laitue. Premier cas, laitue frisée, tout ce qui est romaine. Deuxième catégorie que cite la Mishnah, c'est le réfort. Troisième, c'est les endives. Les endives, c'est un excellent maror. Et beaucoup de gens en Europe font ça aux endives parce qu'il n'y a rien à vérifier. Il n'y a pas de verre. Soyez gentils, j'enregistre, il y a des gens qui regardent dans Chutz La'aretz. Alors évitez de faire des réflexions comme si on était dans un petit comité de 3 pelés et 4 tondus. Parce que les gens vont me dire au téléphone, c'était bien le cours, mais il y avait des tas de bruit de fond. De turbulence. Donc l'endive, c'est très pratique parce que c'est sans vérification. Il n'y a pas de bête. Ah bon? Quatrième, la quatrième, c'est le vermouth. Le vermouth? Parole. C'est extrêmement amer. Et donc il y avait des gens qui prenaient le vermouth parce qu'ils n'avaient pas d'autres marors, et le maror est un maror le plus amer qui soit en fait. Parce que le réfort il est piquant mais il n'est pas amer. La salade, bien sûr que non, qu'elle n'est pas amère. Les endives, pas trop amères. Mais le vermouth, c'est hyper amer puisque on fait avec le Cinzano et le Martini. Ouais. Donc c'est une herbe amère, très amère, et qui est difficile aussi à trouver parce que en général on s'en sert pour faire des alcools, pour faire
pour faire du vin un peu amer. Et en plus, au niveau de du contrôle, il y a des bêtes. Donc c'est pas évident de vérifier du vermouth, surtout qu'aujourd'hui dans les marchés, il y a tout ce qu'on veut, d'autres espèces. Et la cinquième, c'est aussi une espèce de famille du vermouth. Et donc, mais la halakha, c'est-à-dire concrètement, la plupart des communautés n'ont retenu que la salade, la romaine et le réfort. Ce sont les deux premiers qu'on a retenus. Et je vous dis, en Europe, ils prennent beaucoup les endives parce que c'est pratique au niveau vert, il n'y a pas de vert. Donc les deux autres, on ne les voit plus sur le terrain. Donc essentiellement, c'est surtout la romaine et le réfort. Surtout que vous le savez très bien, ou si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, que il y a eu un mariage de la rigueur et de l'amour dans ces deux espèces de la salade et du réfort. La salade, chassa, vient du mot chas, chas veshalom. Ça vient de la bonté. Chas, avoir pitié d'eux. Alors que le réfort, lui, il est de la famille des radis, donc il est de la famille des rigueurs. Tout ce qui est radis, navets, etc., c'est la famille des rigueurs. Et c'est la racine, une racine blanche qui a une queue comme une souris, avec des feuilles vertes au-dessus. C'est la même famille, c'est la famille qui vient dans la Kabbalah des légumes de rigueur. Donc quand vous mangez les deux, vous mariez la bonté et la rigueur. D'accord? Et c'est pour la raison pour laquelle il y a écrit que Rabbi Yehuda Anassi et son ami Antonin le Pieux, l'empereur romain, ils avaient sur leur table toujours du radis, c'est-à-dire du réfort, et de la salade. Pour dire qu'ils étaient très riches. Puisque le radis est un légume d'hiver et la salade est un légume d'été. Aujourd'hui, vous trouvez de tout le temps. Mais à l'époque, la salade, c'est surtout en été, et le radis, c'est surtout en hiver. Et donc, pour montrer qu'ils étaient très riches tous les deux, alors on dit qu'ils avaient sur leur table ces deux légumes, c'est-à-dire qu'ils avaient les moyens d'importer du monde entier. Et alors, c'est une allusion au fait que Rabbi Yehuda Anassi représente le chesed, il est du côté du monde du tikkun. Alors que Antonin le Pieux, c'est Esav. Il s'est converti au judaïsme d'ailleurs. L'empereur romain qui s'est converti. D'accord? C'était un ami de... Lui, il représente la rigueur. L'un, il représente le chesed, l'autre représente la gvoura. Et donc, quand vous mariez sur la table de la salade avec du réfort, vous faites un mariage du monde du tikkun et du monde du tohu en même temps. Donc, c'est très kabbalistique ce mélange des deux. Voilà. Ça, c'est le Maroc. Alors, le Maroc, qu'est-ce qu'on fait? Si Bezrat Hashem, Amen. Mashiach vient à partir de maintenant, donc le Maroc redeviendra une mitzvah de la Torah. Amen. Il redeviendra une mitzvah de la Torah puisqu'on le mangera avec l'agneau pascal. Amen. Donc, mais s'il ne vient pas, Chas v'Shalom, alors le Maroc est une mitzvah, n'est qu'une mitzvah de Rabbanan, mais donc on n'est pas obligé de manger un grand kazaït, on peut manger un petit kazaït. C'est ça la seule différence qu'il y a, c'est dans la quantité. Le manger, tout le monde est d'accord qu'il faut en manger, mais si on est au Beth Amikdash, alors il redevient officiellement une mitzvah du soir. Il y a 3 mitzvot, la matzah, le maror et le pessah. On les mange ensemble. D'accord? Donc, s'il ne vient pas, eh ben on peut ne manger qu'un petit morceau de maror. On n'est pas obligé de manger un gros kazaït. Et ce qui est intéressant, c'est que la mitzvah de matzah, on fait une bracha à l'achilat matzah.
on ne se contente pas de faire la bracha du motzi quand on mange du pain, mais on fait une bracha spécifique qui s'appelle la achilat matzah. Et pareil pour le maror, on fait une bracha qui s'appelle la achilat maror. Juste après. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on se rappelle que dans le Beth Amikdash, il y avait un monsieur qui s'appelait Hillel. Hillel Azaken, si vous avez entendu parler de lui, Kolel de Shammai, ils ont vécu au Beth Amikdash, ils ont connu le Beth Amikdash, ils ont connu la fin du deuxième temple. Et donc, eux, ils faisaient le Korban Pessah. Ils mangeaient pas ils faisaient pas le seder comme on le fait nous. Ils le faisaient comme au temps du Beth Amikdash, c'est-à-dire pendant qu'ils parlaient de la Haggadah, il y avait quelqu'un dans la cuisine qui tournait le korban sur la broche, tournait le korban sur la broche, et ils attendaient avant minuit pour le manger. D'accord? Alors là ici, la Haggadah nous dit, la halakha n'a pas été tranchée. Est-ce qu'on fait comme les sages? Les sages, ils disent, ce soir-là, tu manges d'abord la matzah, après tu manges le maror, et tu finis par le korban Pessah. Mais lui, il dit pas du tout. La Torah, elle nous dit, al matzot ou merorim yuchlu. Vous le mangerez avec des matzot et des herbes amères. Donc lui, il te dit, il ne faut pas le manger l'un après l'autre, il faut le manger ensemble. Donc il faisait comme nous en France, quand on n'avait pas de matzah shmura, quand on en avait un tout petit morceau, ils faisaient leur repas avec la matzah, de la matzah regila ou alors de la matzah, douce ou n'importe quoi, et à la fin, ils mangeaient comme dessert le Pessah, le Pessah, c'est-à-dire un morceau d'agneau grillé, avec des herbes amères, dans une pita de matzah. Et ils accompagnaient ça avec du charoset, c'est-à-dire du hamba de l'époque. Donc lui, il te dit, mon ami, ton histoire de manger matzah et maror après, pas chez moi, moi ça se mange en même temps. Donc on le fait ce soir-là. Comme la halakha n'est pas tranchée, donc au temps de Hillel, il y avait des gens comme ça et des gens comme ça. Mais il y avait des gens qui faisaient comme on l'a dit, et des gens qui faisaient comme Hillel. Il y en a qui le mangeaient l'un après l'autre et qui le mangeaient en même temps. Donc pour faire plaisir à Hillel, on dit Ken asa Hillel. Voici comme ça faisait Hillel, il les mettait ensemble. Donc si Mashiach vient, on les mettra les trois. Amen. Et s'il ne vient pas, on n'en mettra que de la matzah avec le maror. Donc on se fait un sandwich, on prend la matzah, on met dedans un morceau de maror, et on mange ça ensemble. Maintenant, il y a un élément qu'on n'a pas cité là, c'est le charoset. Le charoset qui va avec ça. Alors le charoset du temps du Beth Amikdash, c'était au temps du Beth Amikdash, c'était un condiment piquant. Charoset, c'est un condiment piquant. Comme je vous ai dit, du hamba. Ils prenaient du hamba, ils mangeaient ça, et donc c'était comme une espèce de moutarde forte, quoi, qu'ils mettaient dans le... avec lesquels ils accompagnaient le maror et le korban. Mais quand il n'y a pas de Beth Amikdash, alors qu'est-ce qu'on fait? Le charoset est devenu un aliment sucré et pas piquant. Et qu'est-ce qu'on fait dans le charoset moderne, c'est-à-dire celui qui n'était pas du Beth Amikdash? On prend tous les fruits qui sont cités dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. Shlomo Ameler, il cite très souvent des fruits. Mais ces fruits-là, on les prend et on en fait du charoset. La noix, la date, la grenade, tout ce que cite la pomme, tout ce que cite Shlomo Ameler, on les utilise pour faire du charoset. D'accord? Donc, nos opérations de maror et de korer, on les fait en trempant dans le charoset. D'accord? Et le charoset symbolise le mortier avec lequel nos ancêtres étaient asservis. Après Shulchan Aruch, après on se met à table.
D'accord? Et on voit bien que c'est très intéressant, parce que le soir de la Haggadah, c'est un soir de remerciement à Dieu. Donc, toute la soirée de la Haggadah, c'est une soirée de remerciement de Dieu. À Hanouka, ben, vous allumez simplement la bougie, puis c'est tout. À Purim, vous lisez la Megillah, puis c'est tout. C'est ça les moments de remerciement. Alors que le Seder, tout le Seder, c'est un remerciement. Depuis le début jusqu'à la fin. Alors vous auriez pu poser une question. Alors, puisque je remercie Dieu en chantant le Hallel, que vient faire le repas là-dedans? Une des opérations, c'est de se mettre à table. Il te dit justement, parce que à table, même quand tu manges, tu remercies Dieu. Ça veut dire que le fait de remercier Dieu n'est pas un phénomène spirituel seulement. C'est un phénomène qui doit même s'habiller dans la matière. Donc même quand on mange, ce soir-là, c'est un repas de remerciement. C'est Seudat Odaya, un repas de remerciement. Et donc on voit bien que celui qui dit moi je suis très religieux, cette étape-là, ça ne m'intéresse pas, moi je me contente matzah maror, et puis je mange un morceau d'afikoman et j'ai fini mon repas. Non, il faut te mettre à table, il faut manger. Non, il y a des gens qui auraient pu dire je suis très religieux, je n'abîme pas ma soirée de Seder avec un repas, je ne fais que des louanges à Dieu et les mitzvot de la soirée, c'est tout. Pitom, il écrit Shulchan Aruch, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une table, il faut manger. Après, à la fin du repas, vous mangez tzafoun. Tzafoun, c'est le morceau de matzah que vous aviez caché au début, quand vous avez cassé la matzah, et vous le mangez, et c'est ce qu'on appelle la fikoman, d'accord? Pourquoi on l'appelle la fikoman? Ça veut dire, en grec, fikoman veut dire le dessert. Ouais. Il y en a qui font un jeu de mots araméen, afikuman, sortez le dessert. L'un d'autre dit que c'est un mot grec, l'autre dit que c'est un mot araméen. Toujours dit, c'est pas un mot hébreu. Donc, vous mangez votre dessert et après vous mangez la fikoman. Ce soir-là, il ne faut pas manger le dessert après la fikoman, il faut le manger avant. Donc, si vous avez l'habitude de manger une pastèque ou un melon ou une glace ou un gâteau, ce que je sais moi, un gâteau à la crème, vous le mangez avant, parce que la fikoman doit être le dernier plat que vous mangez. Comme à l'époque, le dernier plat, c'était le korban. Donc vous mangez votre kazaït d'afikoman, et si vous êtes scrupuleux, vous mangez 2 kazetim. Un pour le souvenir du korban, et un pour le souvenir de la matzah qui allait avec. Donc vous mangez un morceau de matzah afikoman et un morceau de matzah en tant que matzah. Et si vous ne pouvez pas, vous mangez qu'un morceau, le korban. Après, Bérar, ça veut dire fais le birkat Hamazon. Pourquoi on te dit fais le birkat Hamazon? C'est évident. Tu es cultivé, tu sais très bien que quand on mange du pain, à la fin on fait le birkat Hamazon. Pourquoi il te le dit? Il te le dit parce que dans ce birkat Hamazon, il y aura le 3e verre. Birkat Hamazon, il est accompagné du 3e verre, et tout le monde doit avoir ce verre. Pas seulement le chef de famille, mais tous les gens qui sont au Seder, même les enfants, dès qu'ils sont en âge de chinour, s'ils ne sont pas déjà au lit, ils doivent boire le 3e verre. Après, Hallel, c'est la fin du Hallel qu'on avait commencé dans la Haggadah. Et le Hallel, il y a pas seulement le Hallel, il y a plein de chants. Ça s'appelle Hallel. Et dans cette fin de Hallel, on boit le 4e verre. Et sachez, bien que ce ne soit pas écrit ici, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que quand vous avez fini le birkat Hamazon et vous avez fini de boire le 3e verre, vous ouvrez la porte et vous dites « Jette ta colère sur les nations qui n'ont pas cru en toi. Shefor Hamatra et Agoïm. » Donc, que signifie cette opération de Shefor? Ouais. Alors, chez les Chassidim, les Mekoubalim, on verse le verre d'Eliaou à ce moment-là. Dans les autres rites, ils versent le verre d'Eliaou au début.
au début du Kiddush. Mais nous, on est scrupuleux, enfin, fait attention de le verser après le Birkat Hamazon pour montrer que, enfin, avant le Birkat Hamazon pour montrer que les 2 premiers vers sont liés avec la Géoula de Mitzrayim et les 2 derniers vers sont liés avec la Géoula de maintenant. Donc Eliyahu Hanavi, il est plus proche de la fin du Seder que du début. Donc, on verse le verre d'Eliyahu et on ouvre la porte. Et quand c'est pas Shabbat, on prend une bougie pour voir clair et on dit jette sur les nations ta colère, les nations qui ne t'ont pas reconnu. Pourquoi fait-on ça le soir du Seder, à ce moment-là? Parce qu'on raconte dans le Midrash nous raconte que le soir du Seder, c'est en même temps le soir où Yitzhak Avinu a béni ses enfants. Wow. Quand il dit à son fils, apporte-moi deux agneaux comme je les aime, 2 plats comme je les aime, il pensait à l'agneau pascal et à l'agneau de la fête. Donc Rivka lui a cuisiné les 2 agneaux, et Yaakov les lui a apportés. Et donc il les a mangés. Le Midrash ne nous raconte pas s'il a bu les 4 verres ou pas, certainement, puisqu'il faisait le Seder avant la date. Donc il a dû boire sûrement les 4 verres. Donc il a fait le soir du Seder. Et c'est intéressant parce qu'on voit que son fils, il ne fait pas le Seder. Le père, il le fait, mais pas le fils. Le père, il lui apporte les plats pour recevoir la bracha, mais lui, on ne voit pas Yaakov, il mange avec son père. Et on ne voit pas non plus que Rivka, il mange avec son mari. C'est très curieux. Il faisait les mitzvot en solitaire, quoi. Mais c'est par rapport à Yetziat Mitzrayim, c'était bien. Parce les patriarches étant des prophètes, ils savaient que le 14 Nissan, il y avait une atmosphère déjà de Géoulat Mitzrayim, donc ils la faisaient avant la date. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Yaakov a servi à son père les 2 agneaux, donc il en a mangé un grand de chaque. Il a fait les 2 mitzvot, et il bénit son fils. Et donc il lui dit, mais non, c'est toi le Bechor, et c'est toi qui es l'héritier de la tradition. Maintenant, il a fini de le bénir, et maintenant Yaakov se lève pour partir, puis Tom, monsieur Esav, rentre dans la salle, et le Midrash nous raconte qu'il a cuit du chien. Comme il n'avait pas trouvé, d'agneau, alors il a cuisiné du chien. Il a fait ça. Mais comment il n'a pas trouvé? Il n'a pas cherché. Et donc, non, il n'a pas trouvé, parce que c'est pas évident de. Ou il était prêt à voler de l'agneau, et il n'en a pas trouvé, donc il a amené un chien à son père. Mais c'est ça. Et pourquoi il y a des chiens qui ont sûrement le goût de l'agneau, des petits bassets, c'est très sympathique. Et donc, comment on appelle ça, Esav rentre avec son plat, et il donne un coup dans la porte pour rentrer, parce qu'il y avait les plats dans les mains. Et Yaakov s'est caché derrière la porte. Il s'est caché derrière la porte, et il a eu peur de son frère. Il s'est dit, wow, si mon frère se rend compte que je l'ai doublé, il va me tuer. Donc il s'est caché derrière la porte, et donc l'autre rentrait, et Yaakov a pu en profiter pour se sauver. Et on dit, comme il s'est sauvé alors qu'il n'aurait pas dû se sauver, il aurait dû l'affronter, puisqu'il avait la bracha. Comme il s'est sauvé, alors ça va nous provoquer l'antisémitisme de toute l'histoire. C'est de là que ça vient. Et c'est pour ça que la nuit de Shimurim, et tout l'antisémitisme de l'histoire est venu de cette faillite de Yaakov. Bon, on peut le comprendre, il avait très peur de lui, parce qu'il était violent. Mais toujours est-il que on a dégusté à cause de lui, à cause de ça, et donc on répare en quelque sorte en disant, jette sur les nations, c'est-à-dire les descendants d'Esav, ta colère, puisqu'ils n'ont pas cru en toi. Donc on se venge au goutte à goutte chaque année, en attendant que Dieu nous délivre et qu'il jette sa colère. Voilà, ça s'appelle
la fin du Hallel, et à la fin, on dit Nirtza. Nirtza, c'est une opération extrêmement courte, puisqu'elle consiste à dire la phrase Le Shana Haba Birushalayim. Enfin, on dit ça, on dit l'année prochaine à Jérusalem, et on espère s'y trouver Jérusalem, le Beth Amikdash. Donc, vous voyez, il y a 15 étapes, et donc, si vous faites ça comme il faut, donc vous avez fait la nuit du Seder. Maintenant, avant de nous quitter, on va parler un peu de la Haggadah. La Haggadah elle-même. Enfin, de la nuit du Seder, il y a une très belle explication. Quand cette année, Pessah tombe Shabbat, d'accord ? Pas tout le temps que ça tombe Shabbat. Donc, on connaît cet épisode de la Gemara qui dit que quand Shabbat, Rosh Hashanah tombe Shabbat, on ne sonne pas du chauffard. D'accord ? On repousse le chauffard au lendemain. Ouais. Quand Sukkot tombe Shabbat, on ne secoue pas le loulav. Quand Purim tombe Shabbat, on ne lit pas la Megillah. Et pourquoi ? Parce qu'on a peur que, comme c'est Shabbat, on a peur que les gens étant incompétents, on a peur que les gens incompétents vont aller demander à un sage comment sonne-t-on le chauffard, ou comment secoue-t-on le loulav, ou comment lit-on la Megillah. Donc, il y a eu un Amora très célèbre qui s'appelait Rabat, il a pris sur lui d'annuler la mitzvah quand elle tombe Shabbat. Maintenant, on pose une question. Il y a des commentateurs, enfin des décisionnaires, des commentateurs qui posent la question, pourquoi quand Pessah tombe Shabbat, on n'annule pas le Seder ? On aurait dû annuler le Seder. Et encore plus que les autres mitzvot. Parce que les autres mitzvot, comme le shofar, le lulav ou la Megillah, la Megillah, c'est en général quelqu'un qui sait la lire qui va la lire. Donc il risque pas de sortir pour dire comment la lit-on. Quelqu'un qui sonne le shofar, c'est en général quelqu'un qui sait sonner. Donc on craint peu qu'il aille demander comment sonne le shofar. Le lulav, il n'y a rien à faire, il suffit de secouer le lulav et on est quitte. Alors qu'à Pessah, vous avez, on l'a vu, une encyclopédie de lois qu'il faut connaître pour faire le Seder. D'accord ? Quel vin on va utiliser, quelle quantité, à quel moment, qu'est-ce que c'est le maror, qu'est-ce que c'est le karpas, qu'est-ce que c'est le charoset, tout ça, c'est des mitzvot extrêmement riches. Donc là, justement, là, on aurait dû annuler le Seder. Quand ça tombe Shabbat, on a dit, il n'y a pas de Seder. De peur que tu sortes avec ta matzah pour demander au Rav, c'est quoi Kazaït ? Pour demander au Rav, c'est quoi, est-ce que le verre, il est assez grand ? Est-ce que ce vin, il est aigre ou il est bon ? Est-ce que c'est Karpas ou Maror, ce que je suis en train de faire là ? On voit qu'il y a des halakhot à n'en plus finir le soir du Seder, et là, on n'a rien annulé du tout. Donc c'est une grosse question. Toutes les mitzvot, tu les annules, celle-là, tu n'annules pas alors qu'elle est extrêmement compliquée. Alors il y en a qui veulent dire que le Beth Din envoyait des comme aujourd'hui le rabbi, quoi, des shluchim qui allaient dans chaque maison et qui faisaient le seder avec les gens. Donc, mais d'accord, mais c'est évident qu'il ne pouvait pas y avoir autant. Il ne pouvait pas avoir autant de délégués qu'il y avait de familles. Donc c'est évident que tu n'arrivais pas à couvrir tout le monde avec un chacham qui savait diriger un seder. Donc, cette réponse, elle est un peu incomplète, parce que on pouvait pas, surtout qu'il n'y avait pas de livre. Donc il fallait connaître tout par cœur. Donc c'était pas évident qu'on puisse trouver quelqu'un qui se dérange jusqu'à une ville lointaine pour aller faire le seder, pour aller se donner le mal d'aller faire le seder. Et qu'est-ce qu'il en est de ceux qui ne savaient pas? D'accord? Il y en a qui veulent dire
eh bien, on peut remplacer par les lois. On aurait pu remplacer ça par les lois. Par exemple, tu ne fais pas le Seder, mais tu peux lire les lois à la place. Mais on voit bien que le Shulchan Aruch n'a pas retenu cette option-là. On ne voit pas que quand c'est Shabbat, on lit les lois de Pessah. On voit qu'on fait le Seder. Donc c'est pas une réponse de nous dire qu'on a envisagé de lire les lois à la place de les faire. Puisque dans la halakha, on ne fait pas comme ça. Le peuple juif continue à faire le Seder, il ne fait pas les lois, il ne se contente pas d'étudier les lois. Donc la réponse, elle est en fait que, tout simplement, que c'est la Chassidoute qui nous donne la réponse. Chassidoute nous dit que à Rosh Hashanah, il faut savoir que le shofar représente un principe de teshuva. Quand vous entendez le shofar, c'est censé vous secouer et vous allez revenir à Dieu grâce au son du shofar. Et le Shabbat, on nous dit que Shabbat, c'est les mêmes lettres que Teshev. Reviens. Tashov plutôt. Reviens vers. Donc on dit que le Shabbat, il est un degré plus élevé de tchouva que le shofar. Donc étant donné que le niveau du Shabbat est plus fort que le shofar, je n'ai donc pas besoin du shofar puisque j'ai le Shabbat. Qui peut le plus, peut le moins. Comme on dit à Marseille, d'accord? Qui peut le plus, peut le moins. Donc si j'ai le Shabbat, j'ai pas besoin du shofar. Et donc, même topo, si j'ai Shabbat, j'ai pas besoin de lulav, si j'ai Shabbat, j'ai pas besoin de Megillah, c'est-à-dire que le Shabbat contient tout ce que ces mitzvot auraient pu nous donner. Shabbat englobe tout ça. Maintenant, si la nuit du Seder, on l'a pas annulée, c'est qu'en vérité, la nuit du Seder, c'est plus haut que le Shabbat. La nuit du Seder, elle est irremplaçable. Le Shabbat ne peut pas la remplacer. Et d'ailleurs, on le comprend très bien, puisque, si vous avez remarqué, le lendemain du Seder, on commence à compter l'Omer. D'accord? Le lendemain soir, on commence à compter l'Omer. Or, dans le compte de l'Omer, la mitzvah de compter l'Omer, il y a écrit dans la Torah, Mimachorat à Shabbat. Le lendemain du Shabbat, vous commencerez à compter. Donc les sectes qui avaient au temps du temple du Beth Amikdash, elles disaient, oui, c'est le lendemain du Shabbat. Donc c'est le lendemain du Shabbat qu'on commence à compter. Alors les Charamim disent, non, le Shabbat, c'est pas Shabbat, c'est Pessah qui s'appelle comme ça. Mimachorat à Shabbat, ça veut dire le lendemain du Seder, le lendemain de Pessah. Donc on voit bien que dans la Torah elle-même, le Pessah, il est aussi appelé Shabbat. Pas comme on croit, il n'y a que Kippour qui est appelé Shabbat Shabbaton, la fête de Pessah s'appelle Shabbat. Et c'est une catégorie de Shabbat qui est plus haute que le Shabbat normal, et c'est pourquoi on comprend maintenant qu'on ne pouvait pas s'empêcher de faire le Seder. Parce que le Seder ne peut pas être remplacé par le Shabbat. Et c'est normal parce que le Pessah, enfin le Seder, ça attire une lumière, une présence de Dieu qui est plus forte que tout. Puisque ça a déclenché la sortie d'Égypte, elle a déclenché tout le judaïsme. Pour qu'il puisse y avoir Kippour, Sukkot, Purim, tout ce que vous voulez, il faut qu'il y ait eu la sortie d'Égypte. Donc ça veut dire qu'on a donné un push, on a donné un coup de dévoilement divin quand on est sorti d'Égypte, et ce dévoilement divin, il se refait tous les ans de la même façon. C'est pas pour rien que le premier mois, quand on compte les mois, c'est Nissan. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait Pessah. On n'attend pas le mois suivant, on fait tout de suite. Ça veut dire que dès que Nissan arrive,
Ça y est, il y a une atmosphère de sortir des limites. Et donc, c'est Pessah, c'est la maman de toutes les fêtes qu'il va y avoir par la suite. C'est pour ça que dans toutes les fêtes, Shabbat, quoi que vous vouliez, on dit toujours en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, ça contient tout, et donc ça veut dire que c'est très très fort comme lumière divine qu'il y a eu. Et c'est plus fort que le Shabbat. Puisque le Shabbat lui-même, quand vous faites le Kiddush, vous dites Zecher al-Yetziat Mitzrayim. Donc vous reconnaissez vous-même que même le Shabbat, il est en souvenir de Pessah. Et donc on voit bien que Pessah n'est pas en dessous du Shabbat, il est au-dessus. Et c'est pour ça que c'était impensable de pouvoir l'annuler. Puisque le tout Shabbat qui soit, il ne peut pas remplacer la lumière qu'on dévoile au moment du Seder de Pessah. Et comment ils font les gens les putains? Et donc comment on appelle ça, les Chachamim n'ont donc pas eu l'idée d'annuler le Seder, puisque le Seder est irremplaçable. Celui qui est à l'hôpital, ou qui est en prison, ou qui est... soit il a une possibilité, on peut l'aider à le faire, on l'aide à le faire, et sinon il est dispensé. Donc tout commence par ça. Tout commence par ça. La sortie d'Égypte, c'est la base même de toutes les fêtes et les délivrances qui vont se dérouler par la suite. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est l'origine de toutes les révolutions. Il est 9h. C'est l'origine de toute la révolution à l'intérieur de la vie humaine et de la spiritualité dans le monde. Sortir d'Égypte. On fait la vente de Hametz. Hametz chez vous comme tous les ans. Comme tous les ans. Encore. On peut le faire maintenant.